Bien, bonjour. C'est à moi apparemment d'ouvrir cette grande journée sur les vitraux avec des éléments que vous connaissez sans doute, mais c'est quand même intéressant de rappeler que le vitrail est une création du Moyen-Âge. Et si on veut le définir, la définition complète du Moyen-Âge, ce serait de dire que ce vitrail, c'est un assemblage de morceaux de verre de couleur qui sont peints et maintenus par un réseau de plomb. Le vitrail, et c'est quand même intéressant de le rappeler, s'est épanoui plus particulièrement à l'intérieur de deux zones géographiques qui sont la France et l'Allemagne, deux pays qui ont maîtrisé la fabrication du verre plat. Et les autres aires géographiques, qui sont l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, ont fait appel à la matière première et au savoir-faire français ou germanique lorsqu'ils ont créé des vitraux. L'histoire du vitrail est loin d'être contenue, elle connaît différentes phases, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de lier cette évolution à celle de la fabrication du verre et de montrer combien ils sont interdépendants. Effectivement, le vitrail ne naît pas en un jour, et nous allons essayer de voir dans un premier temps cette constitution. Nous rentrerons ensuite dans l'étude de cette réelle période d'essor qu'il connaît au XIIe et XIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il fait à ce moment-là triompher les couleurs. Puis, on va voir qu'il connaît l'attrait de la transparence et qu'il ne retrouve un équilibre couleur-blancheur, entre guillemets, que vers 1450. Alors, en guise d'introduction, nous allons voir que le vitrail se constitue à la suite d'une succession d'innovations qui interviennent entre le VIe et le IXe siècle. Les Romains connaissaient la vitre. Ils pratiquaient la dalle de verre, alors de 30 à 9 cm de côté. C'est des dalles, vous le voyez, plus ou moins carrées, incolores, et en fait beaucoup plus translucides que transparentes. Leur assemblage était probablement fait à l'aide de mortier, de fer, de bois. Voilà. Or, le vitrail va naître de la pénurie. Parce que le verre se fait rare, les hommes de l'époque mérovingienne, nous sommes donc au 6e, 8e siècle, refondent les verres romains, des verres au natron, de nature sodique, qu'ils trouvent à portée de main. Ils le découpent en petits éléments et à ce moment-là, découvrent ou adoptent la solution d'un assemblage souple au plomb. Le verre incolore vient à manquer. Et alors, les fenêtres se transforment en un puzzle de petits morceaux de verre de couleur, très petits, ils font entre 3 et 12 cm. Et vous voyez que ces verres reflètent les couleurs très claires des verres sodiques. Vous voyez que le registre des formes fait appel à la géométrie, d'où le terme de vitrail mosaïque qui lui a été donné dans un premier temps. Mais vous voyez également que vous avez des formes, je ne sais pas ce que je voulais faire ça, non, je voulais faire peut-être ça, des formes humaines, là peut-être un œil, peut-être une jambe. Donc il fait donc appel aussi déjà à la morphologie humaine ou à la symbolique chrétienne. Vous avez sans doute un poisson ici. Vers le IXe siècle, les verriers du continent commencent à produire leur propre verre. C'est une étape importante. Et donc, au sable, au lieu d'adjoindre du natron, ils vont adjoindre des cendres végétales et leur verre devient potassique. Ce verre a un inconvénient. Il est incolore, et lorsqu'il est incolore, il accuse une teinte verdâtre que vous voyez à l'écran, qui est assez prononcée et qui est due aux impuretés qu'apportent le sable et les cendres végétales, notamment le fer. Mais à l'inverse, s'il est rehaussé d'oxyde métallique, il offre une très riche gamme colorée et c'est un grand avantage du verre potassique. Les fragments que vous avez à l'écran, ceux de Baume-le-Monsieur, j'ai pas fait ce que je voulais, c'est ça que je veux faire. Les fragments de Baume-le-Monsieur et du site de la cathédrale de Rouen montrent un indice assez intéressant, c'est que ils ont utilisé ce qu'ils ne trouvent pas auparavant, une peinture vitrifiable que l'on appelle la grisaille, qui est donc faite à base de verre pilé, de plomb, et qui est rendue rouge-brun par la présence de fer et de cuivre.
Cette peinture, qui est appelée grisaille, est rendue résistante, vous le savez, parce qu'elle est fixée à la chaleur. On est donc là, vers le 8e, 9e siècle, en présence des premiers vitraux peints. Et donc la définition du vitrail est complète, mais les exemples dont nous disposons sont encore très lacunaires. Les fragments qui ont été découverts sur le site de l'abbaye de Jumièges sont intéressants. Vous les voyez, ils sont riches en couleurs variées, affirmées. Ils sont effectivement potassiques. Ils usent de la peinture à la grisaille et proposent non seulement des figurations, des éléments de décor, des inscriptions, mais on voit bien qu'ils situent l'ensemble dans des scènes figuratives, et donc on voit que le vitrail, désormais, raconte bien une histoire. Alors, nous allons voir cette riche période du XIIe, XIIIe siècle, en notant tout de suite que les vitraux du XIIe siècle semblent être encore un art qui se cherche, malgré l'audace que va connaître Saint-Denis. Dans la première moitié du XIIe siècle, plusieurs indices nous confirment que le vitrail connaît un souffle nouveau, qu'il entre dans une période de mutation déterminante et qui va du coup permettre son essor. Alors, dans un premier lieu, c'est la dimension des baies que nous devons regarder. Il semble qu'avant le milieu du siècle, c'est-à-dire avant la commande très exceptionnelle de Saint-Denis, les verrières étaient majoritairement commandées à l'unité et qu'elles restent de très petites dimensions. Vous voyez à Vendôme, largeur 65 cm. Au Mans, certes incomplet, mais c'est de 2 registres de 1,70 m sur 1,75 m. Et lorsque nous regardons au bourg, on peut se dire il y a 5 lancettes. En fait, regardez la largeur des figures, elles ne font que 55 cm de large. Donc des indices qui montrent qu'on est dans des petites dimensions. Autre indice qui ne s'est pas encore qui montre que cet art ne s'est pas complètement imposé, c'est la présence de châssis de bois. Les panneaux de vitraux du XIIe siècle et encore dernièrement à Saint-Denis, mais de même à Chartres, à Angers, à York, etc., sont placés dans des châssis de bois. Et ce système, on peut considérer qu'il est encore l'héritage de l'Antiquité. Et puis, il y a une autre notion qui est intéressante, c'est la composition. Les verres sont de composition potassique, comme on vient de dire, mais les recettes varient énormément au XIIe siècle, comme si elles n'étaient pas encore stabilisées, du moins sur le territoire français. La palette colorée est assez réduite, mais elle permet des couleurs denses qui apparaissent comme la caractéristique des vitraux du XIIe, XIIIe siècle. Et lorsqu'on regarde l'une d'elles, qui est le bleu, on est étonné par sa clarté, par sa pureté, sa limpidité. C'est comme si le bleu trouait la surface du verre. Et effectivement, il restitue les qualités des verres antiques. Les analyses ont montré en effet que le verre bleu du XIIe siècle, à la différence des autres verres de couleur, était de nature soudique et qu'il provenait de verres romains recuits. Le verre bleu, à cette date, est donc la seule matière colorée que les verriers occidentaux n'ont pas directement produite, soit par manque de cobalt, soit par désir d'exploiter la très grande limpidité des verres sodiques. Et ce bleu a été identifié en 1980 sur la façade occidentale de Notre-Dame de Chartres. On l'a donc appelé bleu de Chartres. Or, il apparaît 20 ans plus tôt, puisqu'on l'a vu à Vendôme, au Mans, puis après à Saint-Denis. Je suggère de plutôt l'appeler bleu de lin, mais voilà, les réflexes sont ancrés. La commande de l'abbé de Sugères va vraiment provoquer une profonde impulsion. Elle marque vraiment un tournant. D'abord, il fait percer dans son déambulatoire non pas une baie isolée, mais 14 baies, avec un complet changement d'échelle, puisque les baies adoptent des dimensions très ambitieuses, 4,50 m de haut sur 2 mètres de large. Le nombre s'est considérablement amplifié. On voit bien que les baies s'imposent sur l'ensemble du chœur et sans doute aussi sur la façade occidentale, ce que nous restitue Chartres peu de temps après. Et effectivement, il y a une étude sur la cathédrale de Lyon au XIIe siècle qui a pu montrer que là aussi, les verrières ont été disposées autour du chœur de manière à concentrer l'éclairage sur l'autel, et c'était probablement le cas à Saint-Denis. Alors,
Petit arrêt sur l'image pour voir comment se présente une baie du XIIe siècle. C'est ce qu'elle sera aussi au XIIIe siècle. On voit que la baie est composée de compartiments géométriques qui ont des formes de médaillons, de demi, de carrés, de rectangles, qu'elle se juxtapose, s'emboîte éventuellement et se superpose. Et donc le dessin de cette baie est un dessin élaboré. Les baies d'axe, comme vous avez à l'écran, c'est-à-dire côté arbre de GC, vous avez là, comme pour les baies hautes, recevront un traitement un peu privilégié. Ici, l'arbre de GC représente la généalogie du Christ, donc elle est symbolisée par des rinceaux grimpants. Ce qui est caractéristique d'une baie du XIIe siècle, ce sont ces très larges bordures et puis ces motifs de broches qui lient les panneaux d'une même baie entre eux, ce qu'on appelle des fermaillés. Et ce souci d'ornementation est autant lié à un désir d'ostentation qu'à la précaution de ne perdre aucun morceau de verre. Quelle que soit sa taille, tout petit élément sera réutilisé dans le décor. Le verre a un prix. Alors, l'exemple de Saint-Denis a-t-il frappé les esprits? Les temps sont-ils favorables? Sans doute, car avant même la fin du XIIe siècle, plusieurs cathédrales et grandes abbatiales vont se doter de verrières, comme à Chartres, à Châlons, Reims, Angers, Poitiers, Troyes, etc. L'architecture dite gothique, qui est née à Saint-Denis, disons, cherche à privilégier les vitres sur les pleins et elle fait triompher le verre. Avant même la fin du XIIe siècle, les verrières vont investir l'ensemble de l'édifice et elles vont imposer leurs couleurs extrêmement denses, des couleurs qui sont à dominante bleu et rouge dans le royaume de France. Alors, fabriquer un verre plat est désormais devenue une spécialité autant française qu'allemande. Et contrairement à des idées bien ancrées, la réalisation d'un vitrail repose sur deux savoir-faire qui sont bien différenciés. Celui du maître de verrerie, qui se trouve dans la forêt, qui produit le verre. Alors c'est eux qui vont être responsables des innovations qui concernent la matière, sa qualité, finesse, couleur, dimension. Et puis les peintres verriers qui, eux, sont installés dans les bourgs, qui sont à proximité des chantiers et qui mettent en œuvre le verre, qui le peignent et qui, eux, sont des artistes. On va bien différencier les deux professions. Alors, les verriers établis dans les forêts, loin de toute habitation, au plus près des pondéreux, du bois, des sables, construit son four ou ses fours. Il mélange donc les sables et cendres de végétal qui lui servent de fondant et il porte son four à haute température. Il obtient du verre. Du côté allemand et du côté germanique, on n'appliquera pas la même recette. Côté germanique, le verrier va ajouter des cendres de hêtre, alors qu'en France, il va mêler des cendres de bois à celles de fougère, d'où probablement ce terme de verre de fougère que l'on connaît. Et bien de même, les verriers de l'Empire et ceux du Royaume de France ne vont pas pratiquer la même méthode de façonnage. Pour obtenir un verre plat, eh bien on commence par souffler le verre, donc il faut transformer sa sphère en plat. Et les Allemands adoptent pour façonnage le principe du manchon. Ils soufflent leur sphère en cylindre, donc ils étendent leur sphère, ils la décalotent des deux côtés, ils la fendent sur le long côté, ils l'ouvrent, on obtient une feuille. C'est ce que rapporte le moine Théophile au XIIe siècle. Ce procédé favorise un verre d'égale épaisseur, de coloris homogène, et c'est ce qui caractérisera les verreries de l'Empire. Dans le royaume de France, les verriers vont pratiquer le procédé en plateau. Le verrier commence par souffler une sphère, comme vous voyez, il l'aplatit sur son marbre et il obtient une cloche qu'il va détacher de sa canne en pratiquant une petite incision, en la récupérant du côté du pontil, ramener sa forme, son cône ouvert à réchauffer et petit à petit, par la force centrifuge et grâce à la malléabilité de retrouver du verre chaud, les bords en corolle vont s'ouvrir et il va former un disque parfaitement plan. Ce procédé
laisse sur le verre des traces de façonnage, et notamment la boudine qui correspond à la trace renflement que laisse le pontil. Et effectivement, sur les vitraux du Moyen-Âge, vous trouvez ces traces de pontil, ces traces de cerne. Et il y a même possibilité de calculer la dimension de ces plateaux au XIIIe siècle. On a de l'ordre de 22-23 cm, peut-être 25. Or, ce plateau ne sera jamais complètement fixe. On verra qu'au XIVe siècle, il va atteindre 40 cm, 50 cm au XVe, 80 cm au XVIe, 1,20 m à la veille de la Révolution. Alors, c'est intéressant de bien noter que c'est cette méthode en plateau, celle qu'on avait appelée verre de France à partir du XIVe siècle, qui a fourni le verre de toutes les grandes cathédrales du nord de la France durant cette intense période de leur construction. Le verre du XIIIe siècle, les verres du XIIIe siècle sont denses en couleur. La couleur est prise dans la masse du verre. Lors de la fusion, les oxydes métalliques sont mêlés à la pâte. C'est un processus probablement qu'on abordera dans la prochaine intervention. Mais nous retiendrons, nous, de notre côté, que le rouge est une couleur particulièrement exigeante. Elle a tendance à noircir. Et son côté fouetté résulte en fait des cueillages successifs dans le creuset de verre rouge puis dans celui de verre blanc, de manière à enrober le verre rouge et d'éviter son oxydation, que pratique le verrier. Le verrier tente de faire un verre le plus homogène possible. Le peintre verrier va utiliser tous les petits défauts du verre rouge pour symboliser le sang des blessés, le feu des foyers. Et lorsqu'il voudra faire une teinte unie, comme le manteau ici, il aura un petit peu plus de mal. Les autres couleurs sont le vert issu du cuivre, l'oxyde de cuivre, le lit de vin qui est décliné du marron au rose, qui provient du manganèse, le vert de l'oxyde de cuivre, le jaune et les analystes n'ont pas montré exactement d'où on l'aura, mais d'autres personnes nous le diront. Et puis le vert bleu issu de l'oxyde de cobalt, comme les autres de nature potassique, mais vous voyez qu'il est devenu violacé parce qu'il est désormais légèrement chargé en manganèse. Vous voyez qu'à partir du XIIIe siècle, le vert est de même composition que les autres couleurs. Donc ce vert en plateau de différentes couleurs sont livrés dans les bourgs au peintre verrier, et le peintre verrier va raisonner en fonction des couleurs. C'est la couleur qui va lui définir la logique de son dessin, et dès qu'il y aura un changement de couleur, il y aura nécessité de changer de verre et d'ajouter un plomb de liaison. Et quant à la peinture, ce qui est un paradoxe, elle apparaît en noir sur le verre de couleur. Le peintre verrier sertit ces panneaux et crée une baie complexe, plus complexe que au XIIe siècle. Vous voyez que les compartimentages sont devenus des trilobes, des quadrilobes, des carrés sur la pointe, des ensembles un peu tous diversifiés, le plus riche possible. On continue à réserver les petites pièces, et ce sont celles qui vont former des fonds de mosaïque. On est dans le royaume de France, elles sont à dominante bleue et rouge. Vous voyez que les bordures s'affinent, qu'elles deviennent moins créatives et moins chronophages, parce qu'en fait, les dimensions des baies augmentent. Les dimensions des baies, effectivement, évoluent très rapidement. Aux baies simples que l'on avait à Saint-Denis, on va avoir des baies à 2 lancettes qu'on trouvera à Chartres, à Reims, à Notre-Dame de Paris, puis à 3, puis à 4 lancettes. Vous voyez qu'à Saint-Denis, on avait 9 mètres carrés de verre, à Bourges, on en a 13 ou 19 à Chartres au début du XIIIe siècle, puis 60 mètres carrés à 3. Ce sont grossièrement, mais c'est l'ensemble de la baie qui est calculé comme ça. Et puis 70 mètres carrés à la Sainte-Chapelle. Vous voyez que les dimensions augmentent énormément. Qu'à la Sainte-Chapelle, les baies sont hautes de 15 mètres de haut, qu'elles forment 615 mètres carrés de parois vitrées. Et à la cathédrale de Chartres, lorsqu'elle a été achevée, on avait 2500 mètres carrés de verre. Et donc, dans le domaine capétien, avec le plein épanouissement de l'art gothique, les commandes de ces verrières hautes en couleurs se multiplient en Lens, Soissons, Notre-Dame de Paris, Chartres, etc., Bourges. Et l'hypothèse que nous formulons, c'est qu'à la place d'ouverture jusqu'alors dépourvue de vitrage,
qui étaient efficacement lumineuses, celles de l'art roman, des verrières chargées en couleurs leur ont été substituées et que de façon paradoxale, ces baies vitrées ont provoqué un assombrissement général des vaisseaux. Et pour y remédier, on le voit, les fenêtres ont été agrandies. Mais elles n'ont pas réussi à faire pénétrer suffisamment de lumière. On a tous fait l'expérience d'entrer dans Chartres, par exemple. Et cette préoccupation, cette recherche de lumière naît au moment où un courant idéologique se met à contester ce qu'il considère comme une débauche d'images et de couleurs. Effectivement, les cisterciens, qui ont fait vœu d'austérité, décident de s'opposer au luxe de la couleur. Et à partir des années 1145, et renouvelé au moins à 3 reprises, le chapitre général de l'ordre de Cîteaux impose à ses membres des vitraux blancs, sans croix et sans image. Mais au milieu du XIIe siècle, souhaiter du verre blanc apparaît quasi utopique tant le verre, la matière du verre est verdâtre. Le vitrail cistercien n'a pas corrigé, vous le voyez à l'écran, l'aspect teinté du verre, mais il innove dans le refus de la couleur et dans son bannissement de la peinture. Bon, c'est un art de vitrier. On pourrait dire qu'il se contente de soigner la découpe géométrique, végétale, florale. C'est ce que vous avez à l'écran. Eh bien, à partir de la Bourgogne et de la Champagne, qui sont des terres des moines de Saint-Bernard, des baies sont imitées dans les églises non cisterciennes. Le verre blanc séduit. Limités à une ou à un petit nombre de baies, des vitraux blancs sont timidement intégrés dans les cathédrales ou les églises durant le deuxième tiers du XIIIe siècle. Alors, le verre n'est pas complètement incolore, il est enjolivé par un décor peint à la grisaille. On parle de baies en grisaille décorative, et vous voyez qu'il est parcouru de grandes figures géométriques et à l'intérieur duquel se déroulent des rinceaux. Les peintres verriers ont, à leur manière, réinventé les baies cisterciennes. Alors, pourquoi l'ajout de grisaille? C'est une question ouverte. Soit c'est dans l'idée de valoriser leur savoir-faire en matière de peinture, soit c'est pour, effectivement, tenter de cacher les défauts verdâtres du verre. Dans les premiers temps, ces verrières blanches sont insérées du côté septentrional, sans doute parce que c'est le plus privé de lumière. Et vous voyez que ces baies diffusent une lumière blanche, plus présente, mais plus crue aussi. Ce parti de verrières se répand dans le royaume durant le XIIIe siècle. Dans le dernier tiers, les églises s'orientent vers des baies mixtes. Ils associent au verre supposé blanc des figures ou des scènes de couleurs qui sont disposées soit verticalement, soit horizontalement. C'est ce que vous avez notamment à la cathédrale de Tours ou à la collégiale Saint-Urbain de Troyes. Cette exigence de verre transparent et régulier a-t-il poussé les verriers à améliorer leur matière? Eh bien, ce que l'on note vraiment, c'est qu'avant la fin du XIIIe siècle, des innovations décisives ont lieu dans le vitrail. Ces nouveautés sont d'abord apportées par les verriers. Côté empire, les verriers, qui pratiquent, on l'a dit, le façonnage en cylindre, ont tendance, probablement lors de l'étendage de leurs manchons, à rayer et à légèrement opacifier leur verre. Ils vont combattre ce handicap en fournissant des verres plaqués de couleurs, conçus en double épaisseur et d'une grande qualité. Et de ce fait, les verrières germaniques offrent une riche et inégale coloration avec simplement de petites touches de blanc. Dans le royaume de France, les verriers s'orientent vers la transparence. Le verre paraît effectivement plus blanc. Et comme aucun changement ne se perçoit dans les compositions de matière, l'évolution a dû s'opérer dans le façonnage. Et on l'a dit tout à l'heure, les verres se sont effectivement affinés. Les diamètres de plateau s'est accru à 40 cm désormais. Et dans les verrières, la dominante est donc donnée au verre blanc. Les plages de couleurs sont réduites au minimum. Les verriers cherchent néanmoins à obtenir des verres aux couleurs plus subtiles, plus claires, plus unies. Le rouge est plus uni, le vert, un vert bronze, le jaune, un jaune orangé, un rose. La recherche est maintenue sur la coloration des verres. Nouveauté que cette fois-ci, au XIVe siècle, les peintres verriers apportent, c'est notamment face à
à la très grande masse de surface à vitrer, les peintres verriers vont systématiser la découpe des verres qui seront mis en arrière-plan et ils le découpent en losanges. Vous voyez, autant qu'à l'ouest qu'à l'est, autant qu'à l'est qu'à l'ouest, les verriers se mettent à composer ces pièces systématiquement découpées en losanges. Ils développent également des scènes à l'intérieur de carrés, il les surmonte de grands couronnements en hauteur, ce qui est là aussi une simplification de parties. Une étape importante est franchie lorsque des peintres sur verre réalisent, faisons un peu schématiquement, qu'en déposant un peu de poudre de verre sur le verre, et on le porte un peu de poudre d'argent sur le verre et s'il le porte à la chaleur, l'argent fuse dans le verre et le teinte en or. Ils arrivent à trouver des délicates teintes du jaune doré au jaune cuivré. On peut enjoliver ainsi les chevelures, les vêtements, les accessoires, etc. Ce qui est intéressant pour nous ici, c'est que désormais, le peintre verrier va pouvoir modifier la couleur de son verre sans avoir recours à un lien de plomb. Il va alléger considérablement le vitrail visuellement et matériellement. L'innovation du jaune d'argent intervient vers 1300 en Île-de-France et en Normandie. Elle représente une très grande conquête pour les peintres verriers qui commencent leur émancipation face à la profession des verriers. Elle est également riche de développement. Dans la première moitié du XVe siècle, vous voyez que les baies proposent des figures isolées qui sont placées sous d'immenses architectures découpées en du verre blanc et rehaussées de jaune d'argent. Donc le vitrail gagne incontestablement en luminosité, il perd probablement aussi en inventivité. Mais la recherche de clarté se propage et on voit par exemple les évêques, les chanoines qui n'hésitent pas à modifier leurs baies et à les remplacer, disent-ils, pour enluminer leur vaisseau. Donc ils cherchent la lumière, effectivement. Une nouvelle étape est franchie au XVe siècle. Les verres se présentent des découpes très larges, beaucoup plus larges, on l'a dit tout à l'heure. La méthode des plaquages progresse, elle permet de procurer d'intéressants jeux de superposition. On superposera un rouge et un jaune, un bleu, un jaune, un bleu, un rouge, et donc on ouvre le panel des couleurs. À l'est, les feuilles de verre plat atteignent 60 à 70 cm de côté. Les couleurs sont d'une belle densité ou intensité. Vous voyez que le parti est pris dans les verrières de plutôt attribuer le bleu pour les damas de fond et de réserver les couleurs plus subtiles pour les figures ou les détails. Côté français, dans le royaume de France, certaines verrières font date, et par exemple celle de Jacques Coeur qu'il commande pour la cathédrale de Bourges. Et vous voyez que la scène de l'Annonciation est située sous une seule et unique voûte qui traverse les meneaux et qui s'étale sur l'intégralité des lancettes sans s'interrompre. À cette composition audacieuse s'ajoutent des verres aux teintes soutenues et particulièrement raffinées, du rose, du rouge foncé, du rouge vif et du jaune orangé. Et à la fin du siècle, on élargira encore le type de verre, qu'il soit rayé vénitien ou encore aspergé. Côté français, les vitraux, les plateaux se sont encore élargis, on gagne en largeur, et alors que les baies d'église retrouvent les couleurs, les demeures s'emparent des atouts du verre en plateau. Par ses dimensions, sa finesse, sa blancheur, les vitraux civils vont exploiter cette possibilité. Vous voyez que le réseau de plomb devient orthogonal, quasi orthogonal, complètement orthogonal, qu'on joue sur la grisaille et jaune d'argent et qu'on fait valoir la transparence du verre. Autre donnée, c'est l'apparition des rondelles qui font 19-20 cm au milieu du XVe siècle dans un plateau qui fait 50 cm de diamètre. Donc vous voyez que si on enlève la bouddhique, c'est la plus grande largeur que peut offrir un verre. Et ces rondelles trouvent un réel essor à partir de 1500 et leur dimension augmente. Pour conclure, c'est donc pendant les 10 siècles que compte le Moyen-Âge, l'art du vitrail n'a jamais cessé d'évoluer. Le verre
incolore étant trop imparfait, les premières verrières ont exploité les couleurs et privilégié la représentation sur la transparence. Et puis, le refus de la couleur des cisterciens a permis de résoudre ce qui a semblé une véritable gageure pour les maîtres de verrerie du temps, celle de la fabrication du verre plan. Et vous venez de le voir, un fragile équilibre est atteint lorsque le vitrail civil se détache du vitrail religieux, 14e, 15e siècle, lorsque les demeures adoptent des croisées et qu'elles privilégient des verres plus transparents. À ce moment-là, les peintres verriers parviennent néanmoins à sauver leur art et à maintenir dans les baies et les roses des églises leur composition figurative qui, elle, magnifie l'éclat particulier des verres de couleur du Moyen-Âge. Je vous remercie.